Alors, je suis présidente fondatrice du groupe Innovi. Le groupe Innovi a 3 business units: Innovi Recherche, Innovi Production, Innovi Développement. Notre métier, nous sommes spécialistes des épithéliums. Alors, il faut entendre épithélium, partie superficielle du corps humain, celle qui est destinée à entrer en contact avec le monde extérieur. Alors, il y a des épithéliums secs qui sont les plus évidents, c'est-à-dire peau et cheveux. Ensuite, on a des épithéliums humides, qui sont la cavité buccale et la cavité vaginale. Et ensuite, des épithéliums internes. Et là, il faut entendre le tractus digestif. Donc ça, c'est notre domaine d'activité, notre domaine d'expertise. Donc on fait des produits cosmétiques, des produits capillaires, des compléments alimentaires et plus récemment des e-liquides pour la cigarette électronique, puisque si la cigarette électronique est capable d'administrer de la nicotine à l'organisme, elle est capable d'administrer également d'autres molécules. Alors, au niveau des 3 business units, quand on dit Innovi Recherche, Innovi Production, Innovi Développement, alors Innovi, comme son nom l'indique, l'innovation est mise dans l'ADN du groupe, c'est vraiment notre culture, tout ce qu'on a. Bien évidemment, sur la partie Innovi Recherche, là, c'est plutôt les dépôts de brevets. Donc, en effectif, on trouve docteur en biologie, docteur en chimie, docteur en innovation pharmacologique, docteur en physiologie végétale. Donc là, c'est plutôt mise au point de nouvelles molécules, de nouveaux actifs. Innovi Production, là, bien évidemment, c'est toute la partie industrielle, fabrication, conditionnement. Et sur Innovi Développement, on s'intéresse à faire passer l'innovation, la qualité, cette innovation, la faire passer du produit à la marque. Parce qu'on se rend compte que innover, faire des produits innovants, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour en faire un succès commercial. C'est-à-dire qu'il existe des innovations qui ne voient jamais le jour et pourtant qui sont des innovations particulièrement intéressantes. Mais il faut arriver à faire passer la valeur du produit à la marque, voire au business model si on est sur une innovation de rupture, puisqu'on fait la différence au sein du groupe entre les innovations incrémentales et les innovations de rupture. Ces 2 types d'innovations sont des approches qui sont totalement différentes. Et dans le cadre d'une innovation de rupture, au-delà de faire passer la valeur du produit à la marque, il faut également s'intéresser au business model et c'est la condition sine qua non pour essayer d'en faire un succès commercial. Alors juste peut-être une première question, mais jusqu'à présent, on a entendu les innovateurs souligner à la fois le décalage avec le droit existant et finalement le discours qui est porté par les innovateurs au regard du droit, en tout cas en France. Pour caricaturer, est un peu l'idée d'un droit qui empêche d'inventer, d'innover en rond, et par opposition à d'autres pays dans lesquels le droit serait plus porteur et plus favorisant pour l'innovation. Quel est votre regard à vous? Est-ce que vous pensez que le cadre juridique dans lequel vous évoluez est un cadre qui vous laisse suffisamment de marge de manœuvre pour innover, ou est-ce que vous regrettez, vous aussi, que le droit soit finalement trop conservateur? Alors, nous, le regret le plus important que l'on ait, c'est le domaine juridique dans le domaine des bases de données ou de l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, notamment quand on est sur des innovations de rupture et que les innovations de rupture doivent être associées à de la data, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur des objets communicants. Je pense notamment, le groupe travaille actuellement sur un projet de pansement intelligent qui relève des paramètres physiologiques et qui va réagir en fonction des paramètres relevés. Alors typiquement, quand on est relié à du système informatique et à de la data, le problème c'est qu'on ne peut pas déposer de brevets sur les logiciels. On peut déposer sur les bases de données, mais le logiciel n'est pas protégeable. Et là, pour le coup, c'est un vrai problème. Du moins, en France, c'est un vrai problème. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, on peut déposer des brevets sur des systèmes logiciels. En France, on a cette limite-là. Et quand on veut s'inscrire dans une démarche très connectée, là, on a une vraie limite. Nous, c'est celle qui nous gêne le plus. Alors, quand on regarde un peu le parcours de votre entreprise et votre parcours personnel aussi que vous évoquez et que j'ai trouvé assez facilement, vous parlez souvent d'innovation de rupture et vous évoquez aussi assez souvent cette idée qui est que finalement être innovant, c'est être à côté.
Oui. Ah oui. C'est donc une forme, je prends le mot avec précaution, une forme de dissidence, oui. Peut-être. Ah oui. D'ailleurs, dans les procédés que vous prenez et l'origine même de votre entreprise, vous parlez d'une transmission d'un savoir familial. Oui. Alors, pas uniquement. Je pense que pour arriver à innover et pour arriver, l'innovation incrémentale, encore une fois, c'est différent. Mais sur de l'innovation de rupture, elle vient, selon nous, on croit profondément qu'elle vient de la fertilité croisée des mondes. C'est-à-dire que pas uniquement une transmission de savoir qui pourrait être familiale, mais également dans le cadre de notre effectif, avoir des profils différents, avoir des personnes qui ont une vision en marge, complètement décalée, et c'est d'assembler cette vision-là pour arriver à penser, moi, même au sein de l'entreprise, la première phrase qu'on voit quand on rentre dans le hall de l'entreprise, c'est innover, c'est penser à côté. Et on le pense sincèrement. On pense également que si on n'invente pas le monde dans lequel on vit, on le subit, et qu'il faut qu'on a il y a cette nécessité à innover. Mais pour ça, il ne faut pas scléroser et mettre les choses, les enfermer dans un domaine. C'est bien la spécialité, mais il faut aussi avoir une vision transversale. Et pour ça, il faut pouvoir mettre des univers qui sont des univers complémentaires, différents et complémentaires. Quand faire de l'innovation à travailler avec des chercheurs, avec un profil, un certain niveau académique, ça ne suffit pas. Il faut les confronter à des gens qui vont l'utiliser, il faut les confronter avec des personnes qui ont une vision différente de la leur. Alors, pour revenir à cette idée de dissidence, hein, oui. Être à côté, ne ressentez-vous pas, outre les questions que vous avez évoquées, un obstacle dans le dispositif juridique, à la fois dans les normes, et en particulier certaines normes, et en particulier le principe de précaution, qui paraît être une sorte d'inhibiteur de l'innovation impuissant? Elle peut être ressentie comme telle. Est-ce que vous ressentez du côté des normes donc un obstacle, et aussi du côté des dispositifs de mise en jeu de responsabilité, tout type de responsabilité, civile, pénale, qui peuvent freiner l'innovateur, le mettre en cause? Alors, je peux parler de domaines qui sont totalement différents, puisque quand on parle de cosmétiques, de dispositifs médicaux ou de e-liquide, il y a un espèce de grand écart important. Donc je peux voir les deux pôles. Quand on est dans un domaine dispositif médical, par exemple, très encadré, très normé, où là, véritablement, ça peut être un frein, bien évidemment, à l'innovation, parce que les essais sont très encadrés, donc on ne peut pas aller faire des essais avec la même facilité. Alors, ça peut paraître contraignant. Toutefois, quand on est dans le domaine, par exemple, des liquides, où là, c'est un peu le Far West. Oui, qu'est-ce que c'est un e-liquide finalement? Alors, le e-liquide, c'est les produits qu'on met dans les cigarettes électroniques. Oui, oui, mais qu'est-ce que c'est en qualification? C'est un produit de consommation courante. Voilà. Donc, ça ne répond pas. C'est pas un médicament? Alors, absolument pas un médicament, et même pas de l'alimentaire, ce qui veut dire qu'il n'y a rien. Même pas un substitut? Rien. Rien. Ça veut dire que c'est le Far West. Et alors vous, comment vous vivez ça en tant qu'entrepreneur? Alors, pour le coup, compte tenu de notre culture, compte tenu de l'expérience qui est la nôtre, on ne le vit pas très bien. On ne le vit pas très bien parce que cette absence de cadre, on voit bien que les acteurs, ça fait prendre des risques, et à la limite, ça nous... typiquement, on est porteur de la première labellisation dans le domaine des liquides. Pourquoi? Parce qu'on dit on ne peut pas travailler comme ça. C'est-à-dire qu'il est important qu'il y ait un cadre, il est important qu'il y ait des contrôles, il est important qu'il y ait de la traçabilité, il est important que les opérateurs qui manipulent des produits toxiques soient protégés, il faut qu'on s'affranchisse des risques sanitaires pour demain, etc. Donc, à la limite, quand on travaillait que dans le domaine médical et cosmétique, pour être tout à fait honnête, on râlait peut-être parce que le cadre était un peu trop rigide.
Mais à la limite, on s'aperçoit depuis peu, en travaillant dans un domaine qui n'a pas de cadre, que c'est bien pire de travailler dans un domaine qui n'a pas de cadre que de travailler dans un domaine qui en a. Mais vous le faites quand même. Alors on le fait en travaillant à notre façon à nous. C'est-à-dire que bien évidemment, les cadres, il n'y en a pas, donc on en met un. C'est-à-dire que typiquement, on est porteur de cette première labellisation qui est certifiée par des organismes indépendants, où on va imposer de travailler avec des BPF, on va imposer de travailler avec de la traçabilité, où on impose de libération de l'eau, mais après avoir fait un dosage de nicotine pour savoir exactement ce qu'on met sur le marché. Et c'est-à-dire qu'on voit bien que, alors qu'il n'y a pas de cadre, eh ben on se l'impose nous-mêmes. Donc vous faites autorité de police sanitaire, quasiment, ce qui n'est pas péjoratif, mais c'est-à-dire que vous fixez vos propres normes. On serait ravis de répondre aux normes quand elles existeront, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, comme il n'y en a pas, il faut aujourd'hui sensibiliser les acteurs du domaine en leur disant, parce que ce sont des gens qui travaillent dans ce domaine-là plus par opportunisme, et la majorité du segment, et de leur dire, ils ne sont pas familiers de la problématique, et de leur dire, attention, on est sur un épithélium, on a un passage systémique, on ne peut pas travailler de cette manière-là. Donc en attendant que les pouvoirs publics statuent, il faut qu'on se regroupe et qu'on définisse la règle. Mais tout ça pour dire que quand il n'y en a pas, pour le coup, on se les impose. Donc les cadres sont, même s'ils ralentissent un peu, ils sont indispensables pour faire les choses, mais pour faire les choses bien, en respectant un certain processus pour éviter qu'il y ait de trop grandes dérives. Et est-ce que vous imaginez, par exemple, sur les liquides, que l'on puisse vous reprocher la non prise en compte d'une hypothèse de risque qui commence à affleurer d'ailleurs sur ces produits-là, et vous reprocher en tant que producteur de ne pas avoir pris en compte cette hypothèse, qui n'est qu'une hypothèse, effectivement, de risque. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'entrepreneur, vous interdire d'agir chaque fois qu'affleure une hypothèse de risque sur un produit ? Alors, bien évidemment, on n'est pas là pour prendre des risques. Et certainement pas pour en faire courir à d'autres. C'est-à-dire prendre des risques industriels, c'est à peu près le seul risque que je suis capable de prendre. Parce qu'à la limite, ça ne concerne que moi et ce sont des risques, on va dire, économiques et financiers ou commerciaux. En revanche, faire courir des risques à des tiers, et surtout dans le domaine de la santé, c'est inenvisageable et ne doit être accepté ni pour nous ni pour personne d'autre. Donc ça, c'est bien évidemment que j'accepte ça, au contraire. Concernant le domaine de la cigarette électronique, on essaie de prendre en compte, et justement quand on s'est rapproché des différents experts, qu'on a constitué un collège d'experts pour réfléchir à tout ça, on essaie de prendre en compte toutes les données qui nous arrivent pour justement se prémunir d'un éventuel risque, bien qu'aujourd'hui, même les détracteurs de la cigarette électronique s'entendent à dire, ça pour le coup, c'est à peu près le seul consensus qu'on arrive à trouver, que la cigarette électronique est moins nocive, bien évidemment, la nicotine l'est, mais elle est beaucoup moins nocive qu'une cigarette manufacturée. Donc à peu près, ça, c'est le seul consensus, même en associant des détracteurs, qu'on arrive à trouver. Mais il ne faut pas prendre de risques. Et alors quand vous dites, puisqu'on a parlé du big data tout à l'heure, lorsque vous dites nous récupérons toutes les informations que nous pouvons récupérer sur les éventuels risques, vous tenez informé, comment opérez-vous un choix, un tri entre au sein de la masse d'informations qui vous parvient, parmi lesquelles il y a aussi, là encore, des opinions dissidentes. Comment vous opérez votre choix, parce que de l'opinion sur laquelle vous pouvez vous fonder? Alors, dans un domaine de recherche, on est un peu déformé quand même. C'est-à-dire que nous, on s'intéresse aux éléments factuels. Bien évidemment, souvent, il y a un phénomène d'opinion publique ou de mouvance, mais qui ne sont pas toujours fondés sur des éléments scientifiques. Donc, ce qui nous intéresse particulièrement, on essaie de ne pas être perturbé par ce qui peut être dit, quand bien même le message serait fort. On regarde les éléments toxicologiques, on regarde les éléments, les études. Si elles sont insuffisantes, on en diligente d'autres. Et souvent, on se met à plusieurs pour essayer
de limiter les frais de recherche et développement. Mais ce qui nous intéresse par-dessus tout, ce n'est pas l'opinion, ce sont les éléments factuels et tangibles. C'est la seule chose sur laquelle on fonde notre appréciation. Sur ce produit-là, qui n'est pas un produit à visée donc thérapeutique, c'est pas un médicament. Non. Est-ce que vous raisonnez avec une norme d'innocuité? Est-ce que vous cherchez l'innocuité du produit, l'innocuité positive du produit, on peut dire j'en garantis l'innocuité, ou est-ce que simplement vous avancez lorsque vous ne détectez pas de risque visible, avéré? Alors, ce raisonnement peut s'appliquer sur, par exemple, les produits cosmétiques. Les produits cosmétiques, c'est en premier ne pas nuire. C'est la démarche. Sur un produit, un substitut à la cigarette manufacturée, on ne peut pas raisonner comme étant ne pas nuire, on raisonne par différentiel. C'est-à-dire on raisonne sur la différence qu'il peut y avoir de toxicité entre le produit de départ dont on connaît la toxicité, une toxicité importante, et le produit qu'on va proposer en substitut. Donc c'est du différentiel. Mais aujourd'hui, il est bien évident que quand bien même les acteurs s'entendent à dire que c'est beaucoup moins nocif que la cigarette manufacturée, on ne peut quand même pas dire que ce n'est pas un produit qui est nocif. La nicotine est un produit qui est toxique. Il faut le rappeler. Donc il faut s'exprimer en différentiel et se dire la cigarette électronique, qu'est-ce qu'elle peut apporter par rapport à la cigarette manufacturée? Typiquement, quand on parle d'un cancer du fumeur, par exemple, le cancer du poumon, il n'est pas lié à la nicotine. La nicotine, elle ne se fixe pas sur le poumon. S'il y a ce pouvoir addictif, c'est qu'elle se fixe au niveau cérébral. Mais au niveau du poumon, c'est le goudron, c'est les particules organiques qu'il y a dans la fumée de cigarette, etc. Donc on va travailler par différentiel. Et on essaie de voir si on peut amener un différentiel. Le docteur Philippe Deprel, qui est tabacologue, disait la cigarette électronique est l'innovation qui sauvera le plus de vies au XXIe siècle. Pourquoi? Parce que le différentiel est tel que, évidemment, il y aura un bénéfice santé. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas nocif. Est-ce qu'éventuellement vous auriez des questions à poser à cette innovatrice responsable? Oui. Vous avez un service juridique en interne, avec qui, ça représente combien de personnes? Parce que vu le champ d'activité, j'imagine qu'il vous faut une veille juridique assez conséquente. Alors, vous avez raison de le soulever, et le champ est très large. Donc, on a eu par le passé un service juridique, sauf qu'on ne peut pas demander à un juriste de maîtriser à la fois les dispositifs médicaux, les produits cosmétiques, la directive européenne pour les produits cosmétiques, les cigarettes électroniques, les compléments alimentaires. Véritablement, le champ est très large. Et c'est compliqué pour un juriste en interne d'avoir toutes les compétences. Donc on externalise et aujourd'hui on interroge, on a des cabinets qui nous accompagnent tout au long de l'année et on a différents cabinets avec des spécialités différentes. Et en termes d'assurance, comment, par exemple sur la cigarette électronique, vous avez pris des précautions particulières? Alors sur la cigarette électronique, bien évidemment qu'on a des assurances particulières qui sont... aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une des problématiques. La majorité n'arrive pas à obtenir, ne serait-ce qu'une RC. C'est-à-dire qu'on parle même de la base. Hein. Ils n'arrivent pas à en obtenir parce qu'il faut véritablement avoir un organisme qui soit déclaré auprès de la NSM, ce qui est notre cas. Mais quand les fabricants n'ont pas ces prérequis, c'est difficile pour eux même d'avoir une couverture, même la plus basique en termes d'assurance. Oui, mademoiselle. En tant que fumeuse, par exemple, je sais très bien quels sont les dangers qui me fassent des cigarettes normales. Oui. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement quels sont les effets des cigarettes électroniques. Alors, si je prends votre produit et après, disons 10 ans, il découvert que si les cigarettes électroniques causent des maladies même pires que le cancer par exemple. Vous pouvez me dire qu'est-ce que je peux faire en tant que cliente, comment saurais-je
Alors, au jour d'aujourd'hui, on a une connaissance de plus en plus approfondie du domaine de la cigarette électronique. Donc, on connaît bien les produits qu'il y a à l'intérieur. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que dans la cigarette électronique, dans les liquides, le nombre de composants est vraiment restreint. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans la cigarette manufacturée. Là, le nombre de composants est restreint. On se retrouve avec ce qu'on appelle du propylène glycol, de la glycérine et des arômes. Et de la nicotine, quand il y en a. Il y a des liquides sans nicotine et des produits avec. Aujourd'hui, je le redis, la cigarette électronique, on ne peut pas dire que la cigarette électronique n'est pas toxique. La nicotine est toxique. Après, si vous voulez qu'on parle un peu des risques liés à la cigarette électronique, il y en a. Il faut jouer la transparence avec les consommateurs. Oui, la nicotine est un produit addictif. Oui, la nicotine est un produit toxique. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que si le glycérol, c'est-à-dire la glycérine, qui est utilisée d'ailleurs dans bon nombre de médicaments, de sirops, si le glycérol est considéré toxicologiquement parlant comme atoxique, le propylène glycol également, vous avez un autre risque, c'est le fait de monter le e-liquide à des températures au-delà de 250 degrés. Pour être un peu plus précise, les composants qu'il y a dans le e-liquide, individuellement et associés, ne sont pas toxiques. En revanche, si vous les exposez à des températures supérieures à 250 degrés, si vous chauffez trop le liquide, il y a une formation de substances qui sont irritantes pour les voies respiratoires et les muqueuses, comme l'acroléine ou le formaldéhyde. Mais ce ne sont pas des molécules qui sont dans le liquide, ce sont des molécules qui sont générées lors de la combustion si vous l'exposez de façon excessive à la température. Donc oui, ça existe. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas un produit, on ne consomme pas un produit sans risque, on le sait en le prenant. On a un produit qui est moins risqué, et aujourd'hui, on estime qu'il est 100 fois moins risqué que la cigarette manufacturée. Pour vous donner un ordre d'idée, et puis vous allez le comprendre facilement. Quand vous prenez des plants de tabac, on part de la feuille, quand on est avec une cigarette manufacturée, ce plant de tabac, eh bien, il faut des engrais pour le faire pousser. Parce que pour des raisons de productivité, on a des engrais pour le faire pousser. Cette feuille de tabac, il faut la faire sécher. Donc, pour la faire sécher, pour éviter que les insectes ne viennent se mettre sur le plant de tabac quand il sèche, on le traite aux insecticides. Ces produits-là, bien évidemment, dans les cigarettes manufacturées, vous les retrouvez. On va retrouver les engrais, on va retrouver les insecticides. Dans la cigarette électronique, bien évidemment, on ne les a pas. Quand vous faites un feu, si vous regardez dans la fumée, vous allez voir des particules en suspension. Un feu organique, on va dire. Pour la cigarette, c'est pareil. Le papier, qui est un matériau organique, quand vous le mettez en combustion, eh bien, ça génère des particules. Ces particules-là, elles sont problématiques au niveau des poumons. Alors, la colle, le polonium vert qu'on peut retrouver, qui est une substance radioactive. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas dire que la cigarette électronique n'est pas toxique. Il faut s'exprimer par différentiel. Et on dit, la cigarette manufacturée, elle a un degré de toxicité qu'on connaît tous. Quand on a la cigarette électronique, eh bien, on réduit le risque, mais on n'est pas sans risque. Alors, la deuxième partie de ma question, après, on ne sait pas, après 20 ans, si on découvre qu'il y a d'autres effets, quel type de retour pourrais-je? Un temps, c'est tard. Hein. Les producteurs de produits défectueux, c'est 10 ans après la mise en circulation du produit. Donc il faut vous souhaiter que vous ayez des problèmes avant l'expiration de ce délai de 10 ans. Oui, alors tout à fait. Alors la question risque de se décaler sur la question de l'information du consommateur sur précisément l'ensemble de ces risques. C'est ça. Et donc vous travaillez sur l'information du consommateur, il y a une notice. Alors là, l'INRS, bien évidemment, là pour le coup, il y a des règles sur l'étiquetage. L'étiquetage, 2/3 de l'étiquetage doivent servir à l'avertissement du consommateur sur les risques. Le distributeur, celui qui est le responsable de la mise sur le marché, ne peut s'exprimer commercialement que sur 1/3 de l'étiquette. Tout le reste, ça doit être des messages d'avertissement pour indiquer au consommateur que c'est un produit toxique, que c'est un produit irritant et que des risques sont associés à l'utilisation de ce produit-là. Donc il faut arrêter de fumer, mademoiselle. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Le risque zéro, c'est mieux comme ça. Oui.
Alors, c'est un débat dans lequel je m'abstiens de prendre, je prends pas position dans les débats pour la distribution. Alors, bien évidemment, on peut comprendre. Moi, je me mets à la place des débitants de tabac. Aujourd'hui, le paquet de cigarettes augmente. Ils doivent subir la concurrence des pays qui sont alentours, une baisse de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est un substitut au tabac. On peut tout entendre. Bien évidemment, pour eux, ça vidange leur fonds de commerce si véritablement ça peut être acheté ailleurs. De notre côté, ceux qui vendent dans les boutiques ou sur Internet, leur discours s'entend également. Ils disent la cigarette électronique n'est pas un produit du tabac. C'est-à-dire ce n'est pas de la feuille de tabac. À partir du moment où ce n'est pas un produit du tabac, ça ne relève pas du monopole des buralistes. Ils ont raison, ils ont tous les deux raison. Alors après, si on se place sur le plan des consommateurs, les consommateurs ont peut-être tout intérêt à ce que le marché soit libéré, qu'il n'y ait pas de situation de monopole et que ça fasse jouer la concurrence. Alors après, dans ce débat, qui a tort, qui a raison, pour le coup, j'essaie de ne pas prendre part au débat. Je t'en remercie. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un vide juridique, que c'était Far West. J'aurais bien aimé savoir quelles étaient vos relations avec le pouvoir public concernant ce vide juridique. Comment vous appréciez l'action des pouvoirs publics pour réagir à ce vide juridique? Est-ce que vous travaillez en collaboration avec le pouvoir public? Comment ça se passe? Alors, les pouvoirs publics, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'action au niveau des pouvoirs publics. En revanche, l'AFNOR travaille, il y a un groupe, les gens se regroupent entre eux pour essayer de faire des choses en attendant que la législation se mette en place. Donc oui, l'AFNOR nous invite, on participe aux réunions. Mais en revanche, d'un point de vue des pouvoirs publics, c'est un peu compliqué. D'abord parce que c'est l'Europe qui a commencé déjà avec ce débat de la cigarette électronique. Le Parlement et la Commission n'étaient pas d'accord entre eux. Il a fallu attendre octobre pour qu'ils soient à peu près d'accord sur les textes. Et on attend que ça soit mis en application dans les États membres. Donc aujourd'hui, les choses vont se faire. Malheureusement, ça va prendre un peu de temps. Alors, un peu de temps, c'est pas. On espère que déjà d'ici 1 an ou 2, les choses seront un petit peu plus encadrées. Et en attendant, on essaie de mettre en place avec les moyens qui sont les nôtres. Non, non, il est dans tous les États. Il n'y a aucune réglementation nationale? Non. Les seuls États qui. Il y a des États qui ont pour le coup interdit la cigarette électronique. Donc là, pour le coup, par système de précaution, ils ont dit tant qu'on n'a pas, c'est interdit. L'Italie a taxé. La seule chose qu'elle a faite, c'est de taxer et d'apporter les mêmes taxes que sur le produit tabac. Donc elle a taxé à 70%. Et elle se dit, ben, ça va être un frein. Mais à part ça, c'est quelque chose complètement disparate, hétérogène. Et tous les États membres ont des approches qui sont complètement différentes. Dernière question, est-ce que vous pensez que les choses auraient pu être faites autrement? C'est-à-dire que dès l'instant où il y a eu de la recherche sur cette question et la possibilité, vous avez entrevu la possibilité de commercialiser quelque chose, est-ce que vous pensez que dès ce stade, une réflexion parallèle aurait pu être menée justement sur le plan juridique pour anticiper la réglementation qui aurait pu être mise en place parallèlement à la commercialisation du produit? Alors, à la décharge, je pense que le marché est allé tellement vite que ça aurait été difficile. On peut a posteriori se dire ça aurait été bien si on avait anticipé, si on avait prévu, mais c'est difficile de prévoir un marché qui va à une vitesse mais qu'on a peine à imaginer. On connaît le marché du téléphone portable, par exemple. La cigarette électronique, l'évolution est encore plus rapide. Donc, à la vitesse où ça va, c'était difficile pour des autorités d'aller anticiper. Et puis, c'est des multiples. Je discutais en aparté avant de commencer la table ronde et je disais, quand on dit c'est des croissances à 2 chiffres ou des multiples, multipliés 100%, 200% par an, c'est
sur une entreprise, on se dit que c'est inimaginable d'une année sur une autre, mais là, c'est de mois en mois. Donc, ça va à une vitesse qui dépasse l'entendement, et on n'a pas des structures qui sont adaptées pour réagir à cette vitesse-là. Bien, je vous propose de prendre une dernière question. Monsieur. Quel est le rapport de force entre les entreprises qui pratiquent une régulation interne comme la vôtre de manière forte et celles qui ont décidé de ne pratiquer aucune régulation? Le marché. Le marché. Aujourd'hui, les consommateurs, quand ils ont accès à l'information, c'est eux qui ont le pouvoir. Si véritablement les consommateurs sont demandeurs de quelque chose plus sécuritaire, plus encadré, plus contrôlé, les fabricants s'y mettront. Parce que s'ils veulent vendre, c'est une condition sine qua non. Donc là, les véritables maîtres en la matière, ça va être les consommateurs. Nous, on peut mettre en place, mais après, c'est le consommateur qui décide. Et est-ce qu'il décide en fonction, justement, d'une certaine éthique, de la responsabilité que vous avez évoquée Alors, déjà, la difficulté, c'est d'arriver à faire passer le message. Oui. Parce qu'il faut qu'ils en aient connaissance. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, ceux qui consomment et ceux qui ne consomment pas même, quand ils cherchent de l'information, c'est difficile pour eux d'aller trouver l'information. Ils ont du mal à voir où se situe le risque et à voir où il faudrait prendre un certain nombre de précautions. Donc je pense que là, notre rôle est un rôle pédagogique, de transmettre l'information, d'être transparent, d'informer le consommateur au maximum pour qu'il puisse faire librement ses choix. Quelle belle conclusion. Bien, merci infiniment pour votre présence. Merci à toutes les deux.